Bonjour à tous et bienvenue. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas abordé une vidéo spéciale Belgique, et pourtant il y a quantité de choses à dire. Le championnat a redémarré ce week-end et il n'était pas disponible sur les écrans de télévision puisqu'il n'y a toujours pas d'accord entre les opérateurs de télécom et DAZN. Ce qui pose un souci également avec le nouveau contrat de droit TV qui avait été signé il y a quelques temps, donc avec DAZN, pas au montant espéré par la Pro League et certains clubs. Et dans le même temps, on a une Belgique de plus en plus active sur le marché des transferts, de plus en plus reconnue également, qui vend de plus en plus été après été. Alors bien évidemment, il y a aussi la question sous-jacente des finances, mais la Belgique aujourd'hui est dans le top 10 du coefficient UEFA. Je crois elle est 8e, fait de plus en plus de belles performances. Et on a quand même des projets qui tiennent globalement la route. On peut parler de l'Union Saint-Gilloise, on peut parler du Club Bruges. Et je le répète, sur le mercato, on a des Antwerp, on a Genk, on a la Gantoise, on a d'autres équipes qui vendent été après été pour des dizaines de millions des jeunes talents qu'ils ont récupérés ici et là. Donc, comme souvent en fait à propos de la Belgique, ce laboratoire du football occidental, on se rend compte qu'il est encore avant-gardiste et que plus que jamais, il est intéressant à étudier avec quand même une question, quel avenir ? Pour commencer, on va parler droit TV, puisque c'est un peu le sujet qui agite l'actualité en Belgique, puisque comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'accord donc entre DAZN et les différents opérateurs télécoms, Orange, Vaux, Proximus, je crois, je ne suis pas expert. Sachant qu'avant toute chose, on va rappeler que pour regarder du foot en Belgique, ça coûte cher souvent. Et là, DAZN a annoncé qu'ils étaient très fiers des premières audiences, repris évidemment par le patron de la Pro League, Lorin Paris, en disant oui mais bon DAZN il n'y a pas de souci, on peut les comprendre aussi, sachant qu'en fait aujourd'hui le football belge il est uniquement accessible à travers DAZN et donc il n'y a pas de contrat admettons avec Proximus ou les autres diffuseurs habituels. Donc DAZN comme je vous le dis a dit non mais on est très satisfait mais bon on n'est pas complètement fermé à d'autres négociations parce qu'il y a évidemment la question de la rentabilité. Et ça va ramener sur le dernier contrat de droit TV parce que un peu comme en France on rêvait en Belgique, notamment le patron de la Pro League et certains clubs. Alors Lorin Paris était persuadé, parce que déjà il n'a peut-être pas une excellente connaissance de l'économie générale du football européen, notamment sur les droits TV qui sont des marchés stagnants, voire qui régressent. Et donc ils estimaient, puisqu'il était un peu plus de 100 millions, oh mais on va faire au moins 120 millions, etc. Donc une augmentation qui était nécessaire, on disait, pour les finances belges, sauf qu'en fait c'était complètement impossible qu'il y ait une telle augmentation, vous n'allez pas passer de 100 et quelques millions à plus de 120, et déjà si tu avais à peu près pareil, c'était très bien. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a 84 millions qui ont été signés avec DAZN, donc on a un contrat en baisse. Néanmoins, il y a d'autres apports au niveau marketing, ce qui fait que grosso modo ça équilibre, même si, avec la nouvelle répartition, l'idée c'est de donner un petit peu plus à la D1B, cette fameuse deuxième division belge qui est un mouroir. Un mouroir avec quand même des particularités, puisqu'on rappelle qu'il y a 4 équipes de moins de 23 ans dans le championnat qui sont plus ou moins protégées, en échange de 1 million de globalement donnés par les clubs. Enfin bon. Ça c'est encore autre chose, mais il y avait l'idée de répartir un petit peu mieux. Et donc cette déception du contrat, parce qu'au début on était aveuglés et on ne voulait pas entendre les voix non non mais nous on va monter, on serait presque cru en France. Alors tu avais des garde-fous qui avaient alerté, tu avais l'Antwerp notamment, tu avais l'Union Saint-Gilloise, des clubs qui sont courants on va dire du marché européen, et donc ça n'avait pas réellement marché. Et là aujourd'hui se pose un autre problème, celui de la visibilité. Alors on imagine qu'il y aura un accord potentiel entre les opérateurs de télécommunications et DAZN, parce que c'est nécessaire notamment pour le fan. Parce que là, notamment pour les sponsors du football belge, qui sont très importants, parce que, ok, vous avez les droits TV, mais vu qu'ils n'ont jamais été pantagruéliques, ça fait qu'ils n'étaient pas si importants dans les budgets. Donc il n'y avait pas une ultra dépendance aux droits TV. Je dis pas que c'était pas important, mais en fait, le modèle économique du football belge ne se reposait pas sur les droits TV, mais davantage sur un championnat de revente et donc de transfert de joueurs. Et il y avait quand même l'importance des sponsors locaux, et en fait les clubs travaillaient énormément avec les hospitalities, c'est-à-dire quand vous avez les repas dans les loges, et tout ce qui concerne, j'allais dire, presque le tissu économique et associatif local. Donc ça a toujours été développé, mais avec une certaine visibilité. Or, tant qu'il y a, on va dire, presque ce blackout, parce que si vous devez accéder uniquement par DAZN, ça va compliquer évidemment l'accessibilité et la visibilité, les sponsors vont pas être spécialement contents. Donc on attend évidemment un accord global, mais en fait il y a la question sous-jacente. S'il n'y a pas d'accord aujourd'hui, c'est que tout simplement le football belge n'est pas forcément rentable économiquement, même pour les opérateurs télécommunications, et chacun cherche un petit peu à baisser le prix, comme DAZN l'avait réalisé. Forcément, cette situation des droits TV impacte le football belge économiquement, avec l'année dernière des pertes estimées à peu près 160 millions d'euros après transfert. Alors, on est en baisse, hein, auparavant c'était un petit peu plus, mais en fait ce 160 millions s'explique tout simplement parce que le football belge n'a jamais aussi bien vendu. Ils ont vendu pour plus de 390 millions de joueurs et je crois qu'ils avaient acheté pour 130 ou 160. Donc ils sont largement positifs à ce niveau-là, c'est un championnat de revente comme je l'ai dit. Aujourd'hui on a des clubs comme Antwerp qui a un déficit structurel absolument colossal, mais en fait ils vendent énormément. Le club Bruges souvent qui se fait piquer ses meilleurs joueurs dès qu'ils font une ou deux bonnes saisons, parce que les salaires ne sont pas forcément énormes. Aujourd'hui, tout le monde regarde la Belgique. On a parlé de Genk, on a parlé de la Gantoise, on a parlé de l'Union Saint-Gilloise. On a même des clubs comme Saint-Tron qui sont capables des fois de vendre certains joueurs, même Anderlecht
vend parfois un petit peu, même si les dernières années ont évidemment été compliquées pour les Mauves comme pour les Rouges du Standard. Donc dans tous les cas, on a des clubs qui sont dans l'obligation de vendre parce qu'en fait leur masse salariale notamment est trop haute. L'UEFA avait d'ailleurs alerté à ce sujet-là parce que pas mal d'équipes du football belge ont une masse salariale qui est à plus de 80% dans leur chiffre d'affaires, ce qui est évidemment impossible, sachant que l'objectif de la Pro League est de faire descendre ce cap, je crois c'est dans 1 ou 2 ans, à moins de 70%. Certains se sont déjà conformés là-dessus, donc on a quand même un mieux dans le football belge quand même depuis des années, davantage de sévérité et de contrôle dans la commission des licences, même si c'est pas forcément parfait, et surtout des propriétaires qui ont rajouté des capitaux propres. Et c'est ça qui fait l'immense différence avec d'autres championnats, c'est qu'on a un afflux de capitaux propres. Alors après, des fois il y a quand même des tours de passe-passe, un petit peu de micmac, parce que je rappelle que le football belge est aussi détenu par des multinationales et d'autres groupes, et qu'en fait économiquement ça n'a aucun sens. Prenez par exemple l'OMEL. L'OMEL c'est détenu par le City Football Group, le jour où City part il se passe quoi? Parce qu'économiquement ce n'est pas viable. Et il y a plein d'autres équipes comme cela, notamment le modèle de la D1B. Donc économiquement ce contrat de droit TV il n'arrange personne, parce qu'il y a quand même une augmentation des coûts globalement d'exploitation, mais on essaye de baisser un petit peu la masse salariale avec des instances quand même qui ont pris le problème sérieusement, parce qu'on rappelle qu'à 10-15 ans le football belge c'était le foot des faillites. Alors là l'année dernière vous avez vu évidemment le terrible cas de Daines, on l'avait rappelé avec Doudou Cissé et avant les autres investisseurs qui ont voulu se séparer de cette équipe avec des trains de vie complètement démesurés, et il y a énormément de problèmes encore dans les divisions inférieures. On pourrait revenir aussi sur des gestions assez énigmatiques, comme le club de Virton en 3ème division, propriétaire de N'Golo Kanté. Pareil, ça investit à perdre, je crois que c'est au moins 1 million de déficit structurel par an. Mais globalement, que ce soit en D1, D2, D3, le football belge n'est pas rentable, comme les autres. Néanmoins, il arrive à compenser en trouvant d'autres sources de revenus pour survivre et équilibrer ses comptes, tout en essayant de rester un petit peu compétitif. Contrairement il y a une décennie où les Coupes d'Europe rimaient souvent avec des éliminations précoces, on a quand même eu des beaux parcours des clubs belges ces dernières années, et pour preuve, 8e au coefficient UEFA, alors certes peut-être derrière les Pays-Bas, mais par exemple devant la Turquie, et surtout si vous regardez les points engrangés ces dernières saisons, c'est très positif, surtout que souvent, l'avenir des clubs belges c'est quoi? C'est en fait, tu fais une grosse année, tout le monde te regarde parce qu'aujourd'hui, déjà c'est le carrefour d'Europe, pas oublier géographiquement, on sait aussi que les salaires sont pas énormes, donc forcément ça intéresse les clubs qui se disent ok on va peut-être payer une grosse indemnité de transfert, mais d'un autre côté, on n'aura pas un salaire non plus colossal à donner parce qu'ils sont actuellement limités. Donc mieux vaut acheter par exemple en Belgique qu'en France un joueur au même prix. Parce que le joueur en France il prend déjà 200 000. Et si le joueur en Belgique il prend 70, forcément vous n'êtes pas obligé de lui donner le même salaire sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que ça attire autant, et aussi championnat de revente, parce que championnat d'agents aussi avec des agents très influents. On a parlé depuis des années, mais tu as des clubs en fait qui savent exporter, qui savent traiter le recruteur, on invite d'autres clubs. Donc en fait c'est un championnat évidemment de revente économiquement, et c'est là où c'est quand même assez fort. C'est que globalement, tu as des clubs qui arrivent à garder un minimum de compétitivité, même au niveau européen, alors qu'en fait, ils sont capables de faire 1 ou 2 ans presque, on va dire, avec la même ossature, et directement ils doivent vendre pour des logiques économiques. Donc ça oblige de travailler en amont, et c'est là où on va quand même rendre un hommage quand même au football belge, qui contrairement à il y a une décennie où c'était vraiment la foire fouille, là globalement, tu as des clubs qui anticipent, tu as des clubs qui travaillent un petit peu mieux, qui donc gardent un niveau relativement correct. Ça n'empêche pas plein d'autres problèmes, on pourrait revenir, hein, que ce soit à la Pro League, que ce soit au niveau de la fédération, des équipes nationales et tant d'autres choses, notamment aussi la survie des divisions inférieures, mais ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais globalement c'est intéressant de voir ce championnat qui, on l'espère, trouvera rapidement une solution pour sa diffusion et sa visibilité, parce que je le répète, le football belge sans son tissu économique, social et entrepreneurial local, il ne pourra pas survivre. Donc plus que jamais, bon courage à tous, équipe de Safe.